Dans la douce lumière d'un automne de novembre 1983, à Philadelphie, ville historique où les échos d'Independence Hall et le murmure de la Liberty Bell se mêlent à la modernité vibrante d'un présent en perpétuelle redécouverte, Christina Carling Craft vit le jour le 11 novembre 1983. Fille de Stuart Craft, un homme ancré dans ses valeurs et fier de ses origines, et de Dawn Ann Carlin, dont l'élégance et les influences russes et allemandes insufflèrent à leur enfant un goût inné pour la beauté, Christina naquit dans une atmosphère riche en traditions et en promesses. La ville de Philadelphie, avec ses ruelles pavées et ses quartiers mêlant art et histoire, offrit dès ses premiers instants un décor féerique propice à l'éveil de son esprit créatif. Dès l'âge de 6 ans, en 1989, Christina entra à l'école élémentaire Franklin, en plein cœur de Philadelphie. Cet établissement, réputé pour son approche innovante et chaleureuse de l'éducation, fut le théâtre de ses premiers éclats de curiosité. Sous l'impulsion de Madame Eleanor Baker, institutrice passionnée, la petite Christina découvrit la magie des livres, la liberté des couleurs et l'art du dessin, semant ainsi les graines d'une sensibilité artistique qui ne cessera de s'épanouir au fil des années. À l'aube de son adolescence, en 1995, Christina rejoignit le Collège de la Liberté, un lieu où l'on mêlait rigueur académique et épanouissement créatif dans un environnement stimulant. Durant les années 1995 à 1998, la jeune fille, inspirée notamment par M. Andrew McKenna, son professeur de théâtre, apprit à s'exprimer avec aisance et émotion. Ces années furent marquées par des projets théâtraux et artistiques qui façonnèrent son charisme naturel, lui faisant entrevoir déjà les prémices d'un destin qui allait bientôt se dessiner sous les feux des projecteurs. En septembre 1998, Christina entama une nouvelle étape de sa scolarité en intégrant le lycée central de Philadelphie. De 1998 à 2002, elle s'immergea dans un cursus exigeant où se mariaient en études littéraires, arts visuels et sciences sociales. Élue déléguée de sa classe et fervente participante aux ateliers culturels organisés par l'établissement, elle sut marquer ses professeurs par sa capacité à transformer chaque leçon en une source d'inspiration. Ces années déterminantes posèrent les jalons d'une personnalité à la fois réfléchie et créative, prête à embrasser les défis du monde adulte. À l'issue de ses études secondaires, en 2002, émue par la soif de connaissance et le désir d'approfondir sa vision du monde, Christina décida de poursuivre son chemin académique en intégrant l'Université de Pennsylvanie, toujours située dans sa ville natale. De 2002 à 2004, elle y étudia la communication visuelle et évolua dans un cadre académique rigoureux, explorant les multiples facettes de l'art et des médias. C'est au cours de cette période universitaire, alors que ses proches et mentors percevaient déjà en elle un potentiel exceptionnel, qu'elle ressentit l'appel irrépressible de se dévoiler sous un jour nouveau et de sublimer sa présence à travers le mannequinat. Alors qu'en 2004, après avoir terminé ses études à l'Université de Pennsylvanie, Christina Carling Craft sentait en elle cet appel irrésistible vers un univers fait d'éclat et de lumière. Elle quitta sa ville natale pour poser ses valises à New York, où elle signa avec l'agence émergente Elite Vision Models, et embrassa avec détermination le monde du mannequinat. Elle s'installa dans un appartement moderne en plein cœur de Chelsea, quartier créatif et bouillonnant d'énergie, qui allait devenir le décor de ses premiers pas dans cette industrie impitoyable, mais ô combien fascinante. Dès 2005, Christina participa à son tout premier casting photographique. Sous la direction du photographe renommé Marc Fournier, elle prit part à une campagne de mode organisée dans les rues animées de Manhattan. Ses traits, sa prestance et son regard empreint d'une authenticité rare la distinguèrent immédiatement des autres candidates. En 2007, le magazine emblématique Vanity Fair l'a choisie pour réaliser une série de portraits éditoriaux dans un loft baigné de lumière, à Soho. Cette collaboration permit au public de découvrir une Christina à la beauté sophistiquée et à l'attitude assurée. L'année suivante, en 2008, Maxim l'a séduit pour une campagne estivale arborant une esthétique moderne et sans compromis, renforçant son image d'icône du glamour contemporain. Le déclic majeur survint en mai 2009, lorsque Christina fut mise en lumière en tant que Playboy Cybergirl. Ce titre pionnier propulsa sa renommée à l'échelle internationale et fit d'elle l'un des visages les plus recherchés de la mode.
En 2010, la marque légendaire Victoria's Secret lui offrit l'opportunité de défiler lors de la Fashion Week de New York. Ces divers partenariats, allant des éditoriaux pointus aux défilés grandioses, contribuèrent à forger une carrière fulgurante, faisant de son image un synonyme de sophistication et d'audace. Dans cet univers effervescent, Christina réaffirmait sans cesse son unicité, naviguant avec aisance entre plusieurs genres, éditorial, print et défilé. Parallèlement à son ascension professionnelle, la vie sentimentale de Christina connaissait également des épisodes riches en émotions. Dès son arrivée à New York en 2004, elle rencontra Alexander Cicotelli, un banquier distingué de Wall Street, lors d'un gala de charité dans un hôtel chic de Manhattan. Leur rencontre fut immédiate et électrisante. Très vite, le couple devint le chouchou de la presse people new-yorkaise, se voyant régulièrement aperçu lors de dîners dans les restaurants huppés ou encore flânant main dans la main dans Central Park. En 2008, le duo s'envola pour une escapade romantique dans les Hamptons. Ce séjour idyllique, au cœur de résidences de charme et de paysages côtiers apaisants, permit aux amoureux de s'évader de l'agitation de la ville et de sceller leur complicité dans un cadre féerique. La relation, construite sur la fusion de son univers glamour et celui du monde des affaires, se fit le reflet d'un équilibre subtil entre la vie publique sous les projecteurs et des moments plus intimes et authentiques. Pourtant, la notoriété ne tarda pas à mettre leur idylle à rude épreuve. En mars 2016, lors d'un dîner dans le restaurant branché The Smith à Manhattan, un incident fit brusquement irruption dans leur quotidien. Un différend sur l'addition dégénéra en une altercation avec le manager du lieu, Sergei Anokin. Les images de cette dispute, dans laquelle Christina, visiblement affectée par le tumulte environnant, se retrouva mêlée à une situation conflictuelle, firent rapidement les manchettes, soulignant à quel point la vie de célébrité pouvait parfois troubler l'harmonie de ses relations sentimentales. Malgré ce moment difficile, Alexander resta un pilier, témoignant de la force d'un amour qui, depuis leur rencontre en 2004, avait su résister aux affres d'un univers souvent impitoyable. Ainsi, du déclic qui l'amena dans les rues de New York à sa consécration à travers des collaborations prestigieuses avec Vanity Fair, Maxim, Playboy et Victoria's Secret, le parcours de Christina Carlin Craft dans le mannequinat se dessine comme une véritable odyssée. Entre les impeccables séances photos dans les quartiers branchés de Manhattan et une vie amoureuse intense, marquée par des rencontres passionnées et des épreuves publiques, son histoire incarne parfaitement l'union fascinante entre art, ambition et passion. Chaque instant, sur scène comme en coulisses, témoignait d'une femme qui, malgré les turbulences et la pression du succès, demeurait fidèle à elle-même, insufflant à la fois élégance et intensité dans tout ce qu'elle entreprenait. Le 22 août 2018, une journée qui aurait pu être ordinaire s'est transformée en un drame bouleversant pour Christina Carlin Craft. Ce matin-là, Alexander Cicotelli, son compagnon de longue date, ressentit une inquiétude croissante. Christina, habituellement prompte à répondre à ses messages, était étrangement silencieuse depuis la veille. Alexander, qui connaissait bien les habitudes de Christina, sentit que quelque chose n'allait pas. Il tenta de la joindre à plusieurs reprises, mais ses appels restèrent sans réponse. Vers midi, l'inquiétude d'Alexander atteignit son paroxysme. Il décida de se rendre à l'appartement de Christina, situé sur Sibley Avenue, dans la banlieue de Philadelphie. À son arrivée, il frappa à la porte, mais personne ne répondit. L'appartement semblait calme, presque trop calme. Alexander, pris d'un sentiment de panique, contacta immédiatement les secours, expliquant à la police qu'il craignait que quelque chose de grave soit arrivé à Christina. Les autorités de Lower Merion arrivèrent sur les lieux, peu après l'appel d'Alexander. En entrant dans l'appartement, ils découvrirent une scène tragique. Christina Carlin Craft était allongée dans sa chambre, sans vie. L'enquête sur le meurtre de Christina Carlin Craft débuta immédiatement après la découverte de son corps. L'autopsie, réalisée peu après, révéla que Christina avait été étranglée par ligature, une méthode qui indiquait un acte intentionnel et violent. Les médecins légistes notèrent également une fracture du nez, suggérant une lutte intense avant sa mort. Les enquêteurs commencèrent par analyser les vidéos de surveillance des environs. Ces images montrèrent Christina en compagnie d'un homme, identifié plus tard comme Jonathan Wesley Harris, dans le centre-ville de Philadelphie.
Les deux avaient pris un lift pour se rendre à l'appartement de Christina dans les premières heures du 22 août. Les registres de la plateforme de covoiturage confirmèrent cette information et Harris devint rapidement le principal suspect. Jonathan Harris, âgé de 30 ans, avait été libéré de prison environ 1 mois avant le meurtre. Les enquêteurs découvrirent qu'il avait un passé criminel et qu'il avait été impliqué dans des actes de violence. Pendant les interrogatoires, Harris admit avoir tué Christina, mais il tenta de justifier son acte en évoquant une dispute liée à une transaction de drogue. Il prétendit que la situation avait dégénéré après que Christina avait refusé de payer pour de la cocaïne qu'ils avaient consommée ensemble. Le 28 août 2018, après plusieurs jours de recherche intensive, Harris fut localisé et arrêté à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il tenta de fuir, mais les autorités parvinrent à le capturer grâce à une collaboration entre les forces locales et les enquêteurs de Montgomery County. L'interrogatoire de Jonathan Wesley Harris, principal suspect dans le meurtre de Christina Carlin Craft, s'est déroulé peu après son arrestation le 28 août 2018 à Pittsburgh, Pennsylvanie. Les enquêteurs, déterminés à reconstituer les événements tragiques du 22 août, ont procédé à un interrogatoire approfondi pour obtenir sa version des faits. Lors de l'interrogatoire, qui débuta dans l'après-midi, Harris fut confronté aux preuves accumulées contre lui, notamment les vidéos de surveillance montrant Christina et lui dans le centre-ville de Philadelphie, ainsi que les registres de la plateforme Lyft confirmant leur trajet vers l'appartement de Christina. Les enquêteurs lui demandèrent de décrire les événements de cette nuit fatidique. Harris admit avoir rencontré Christina dans le centre-ville de Philadelphie et l'avoir accompagnée jusqu'à son appartement. Il prétendit que leur interaction avait commencé de manière amicale, mais qu'une dispute avait éclaté concernant une transaction de drogue. Selon lui, Christina aurait refusé de payer pour de la cocaïne qu'ils avaient consommée ensemble, ce qui aurait conduit à une altercation. Harris déclara que la situation avait dégénéré et qu'il avait agi sous l'effet de la colère et de la drogue. Cependant, les enquêteurs notèrent plusieurs incohérences dans son récit. Les blessures sur le corps de Christina, notamment la fracture du nez et les marques de strangulation par ligature, indiquaient une lutte violente et un acte prémédité. Harris tenta de minimiser son rôle, mais les preuves matérielles et les témoignages contredisaient ses déclarations. L'interrogatoire se poursuivit pendant plusieurs heures, au cours desquelles Harris montra des signes de nervosité et d'agitation. Les enquêteurs lui posèrent des questions précises sur les moments précédant le meurtre, cherchant à établir un lien entre son comportement et les preuves recueillies. Malgré ses tentatives de justification, Harris finit par admettre qu'il avait étranglé Christina, bien qu'il continuât à insister sur le fait que cela n'avait pas été prémédité. Cet interrogatoire, crucial pour l'enquête, permit de confirmer la culpabilité de Harris et de reconstituer les événements tragiques de cette nuit. Le procès débuta le 4 mai 2019 dans la salle d'audience du palais de justice du comté de Montgomery à Ardmore, Pennsylvanie. Sous la direction solennelle de la juge Catherine Walker, l'affaire fut immédiatement exposée par le procureur principal, Michael O'Brien, qui présenta un dossier des plus accablants. Les preuves s'organisèrent comme autant de pièces d'un puzzle macabre. Les relevés de la plateforme Lyft retraçant le trajet de Christina Carlin Craft avec Jonathan Wesley Harris, la diffusion des vidéos de surveillance décelant la présence de Harris aux abords de l'immeuble, ainsi que le rapport de l'autopsie réalisé par le docteur Richard Evans. The beating was substantial. Her nose was broken. She had black eyes. There was a lot of blood. Ce rapport précisait que la victime présentait une fracture du nez et des marques nettes d'une strangulation effectuée par ligature. Autant d'indices qui témoignaient d'une lutte violente et préméditée. Dès la première audience, la tension monta d'un cran lorsque le souvenir de la nuit tragique fut évoqué. Alexander Chicotelli, le compagnon dévoué de Christina, avait été invité à témoigner. À 10h30, devant un auditoire ému, il raconta en détail l'instant où, le 22 août 2018, son inquiétude avait pris le dessus lorsqu'il n'avait plus eu de nouvelles de Christina. Son témoignage, appuyé par la description poignante de ses appels répétés restés sans réponse et de la scène silencieuse de l'appartement sur Sibley Avenue, émuta la salle. Pour Alexander, chaque mot paru sur le banc des témoins fut l'expression d'une douleur vive, rappelant l'instant où il avait, lui-même, été contraint d'appeler la police, pressentant l'irréparable.
Au fil des audiences qui se poursuivirent tout au long de la semaine, du 4 au 10 mai 2019, le procès se découpait en plusieurs étapes déterminantes. Le procureur O'Brien présenta minutieusement les éléments matériels du dossier. D'abord la démonstration vidéo indiquant le passage de Jonathan Harris avec Christina dans le centre-ville de Philadelphie, suivi de l'analyse des relevés GPS du trajet en lift qui s'était acheminé vers Ardmore en début de matinée du 22 août. L'autopsie, quant à elle, fut citée à plusieurs reprises. Le docteur Richard Evans expliqua en détail que la présence d'une fracture nasale accompagnée de lésions causées par une ligature ne pouvait être le fruit d'un accident, mais révélait plutôt la cruauté d'une agression préméditée. Lors d'une séance d'interrogatoire retransmise en audience, Jonathan Wesley Harris fut mis face aux preuves irréfutables. Son avocat, John Carter, tenta de relativiser en avançant que le meurtre avait suivi une dispute impulsive, exacerbée par l'influence de substances illicites, notamment du kétamine, et un instant de panique lorsque Christina tenta d'appeler à l'aide. Toutefois, la défense peina à renverser le flot des preuves accumulées par l'accusation. À plusieurs reprises, des interrogatoires minutieux durèrent plusieurs heures. Les enquêteurs interrogeaient Harris sur la chronologie exacte, les lieux précis, et même sur des détails comme les horaires affichés par les systèmes de vidéosurveillance. Ces interrogatoires, marqués par des moments de nervosité palpable de la part de Harris, mirent en évidence des incohérences dans sa version des faits. Enfin, le 10 mai 2019 à 15h30, après une délibération intense qui dura près de 6 heures, le jury revint dans la salle d'audience pour rendre son verdict. Jonathan Wesley Harris fut reconnu coupable de meurtre au premier degré, de possession d'un instrument de crime ayant servi à commettre l'acte et de strangulation avec préméditation. Dans la foulée, en juin 2019, le tribunal condamna Harris à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Une sentence destinée à garantir que justice soit définitivement rendue pour Christina Carlingcraft. Ce procès, au-delà de son volet judiciaire rigoureux, eut un impact psychologique et émotionnel profond sur Alexander. Il vit chaque audience comme une réaffirmation douloureuse du moment où il avait perdu la femme qu'il aimait, et chaque témoignage, chaque preuve diffusée dans la salle, raviva la douleur du deuil et de l'impuissance. Pour lui, la condamnation de Harris ne pouvait effacer la tragédie du 22 août 2018, mais représentait néanmoins une avancée vers un semblant de justice qui, espérait-il, aiderait à panser les blessures d'une vie désormais marquée par l'absence irrémédiable de Christina. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner un like et à partager avec ceux que cela pourrait intéresser. Pour ne rien manquer des prochains récits, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien est essentiel. À bientôt pour de nouvelles enquêtes.